Bonjour. Donc, je m'appelle Marc Guichard, je suis directeur adjoint de l'INIST. On m'a demandé d'intervenir sur les négociations nationales pour les ressources numériques. Alors, on peut l'entendre de deux façons. C'est soit les négociations nationales au sens du CNRS, c'est-à-dire pour ses besoins propres, pour les besoins de ses unités, ou les négociations nationales telles qu'elles sont faites à un niveau de regroupement d'organismes publics et d'établissements d'enseignement supérieur pour acquérir des accès à ces ressources numériques. Donc je vais essentiellement parler de cette deuxième partie, sachant que vers la fin, je parlerai de la politique du CNRS dans le domaine des ressources pour ses besoins propres de façon unilatérale. Alors pourquoi finalement j'interviens? C'est parce que l'INIST est l'expert pour le compte du CNRS, pour travailler à différents niveaux avec mes collègues des autres EPST et de l'association Couperin pour ces négociations avec les éditeurs. Expert sur le plan de la négociation, expert sur le plan juridique, expert sur le plan technique. Et donc, je ne travaille pas seul. En fait, j'ai une collaboratrice, Christine Veil-Micot, qui est en charge de ces négociations, de cette nationale, de cette représentation du CNRS au niveau des différentes instances dont je vais parler. Mon collègue Laurent Sauder, qui lui, avec ses équipes informatiques, répond aux problématiques techniques qui se posent, et en particulier aux problématiques d'archivage ou d'accès. Et juridique, notre juriste qui commence à avoir de la bouteille dans le domaine et qui participe en fait aux discussions avec les différents juristes des établissements et des organismes. Alors, le principe de ces négociations, c'est finalement une volonté de différents organismes de se rassembler pour des négociations au sens vraiment national, c'est-à-dire regroupant pour des éditeurs ou des ressources qui sont fondamentales pour l'ensemble de la communauté scientifique française. Donc d'une part, il y a Couperin qui est cette association que vous connaissez bien, qui regroupe l'ensemble des universités plus d'organismes publics, et on peut y rajouter des EPIC, et on peut y rajouter des hôpitaux et autres. Et des organismes non Couperin, donc différents organismes qui n'ont pas souhaité participer à Couperin, tout en travaillant à différents niveaux avec l'association. En particulier le CNRS, l'INSERM, et des organismes qui n'ont pas vocation à véritablement participer, mais qui ont des besoins parfois ponctuels, ministères, ANR, organismes de ce type-là. OST. Pour faire ces négociations nationales, il a été choisi un modèle. On avait parlé à une époque de construire des GIP, différents modèles, différentes formes. C'est le groupement de commandes, la forme du groupement de commandes qui a été choisie, et avec une certaine spécificité, un porteur du groupement, des conventions particulières entre les adhérents au groupement, et des contrats entre le porteur du groupement et les établissements et le porteur du groupe et les éditeurs, pardon. Ça peut être modulo selon certaines différences selon les négociations. Mais globalement, c'est cela. Le porteur du groupement, par exemple, dans le cadre d'Elsevier, le porteur du groupement, ça a été l'ABES. Dans le cadre, par exemple, de Thomson et Easy, c'est le CNRS. Des conventions de constitution et de paiement, bon ça c'est des choses simples, mais on constitue un groupement, et on se met d'accord entre nous pour le paiement et les différents devoirs que nous avons, sachant que celui qui porte le groupement va être celui qui va contractualiser et va payer l'éditeur. Et puis différents documents, un cahier des clauses particulières et la licence d'utilisation. Alors pour mettre tout ça en place, en général, aujourd'hui, on met à peu près 1 an et demi pour se mettre d'accord. Je ne sais pas ce qu'il en sera pour les renouvellements de ces accords, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est à peu près ça, ce qui fait que vous avez remarqué, on déborde en général sur l'année de début. On n'a pas finalisé le groupement avant le début de son exécution.
Donc nous avons en général, on est à un niveau quand même de finalisation tel que l'éditeur accepte l'ouverture des accès, moyennant la finalisation effective dans les 6 mois qui suivent. L'organisation interne de ce groupement de commandes et du suivi, c'est à peu près ce suivant. Il y a un comité de pilotage qui se met en place pour tous les aspects politiques, de décisionnels, qui en général constitué des représentants des différents organismes, donc de Couperin et des organismes participants, parfois d'organismes appartenant à Couperin, mais qui sont leaders dans leur demande d'accès à certaines ressources, par exemple l'INRIA pour certaines ressources. Et dans ce comité de pilotage, donc ces représentants qui sont en général les responsables de l'information scientifique, auxquels s'adjoignent des experts qui en fait sont les experts de l'équipe de négociation et qui reprennent des experts des différentes équipes, comme je l'ai dit tout à l'heure, techniques, documentaires, juridiques. Bien sûr, le porteur du groupement qui va faire tout le travail administratif, qui est lourd, et un comité de suivi, parce que quand on a terminé, eh bien, il faut suivre. Et le suivi, c'est régler tous les problèmes qui peuvent se poser, problèmes d'accès, problèmes de périmètre, qui n'ont pas été forcément totalement vus à un moment donné, et tout un aspect aussi statistique à mettre en œuvre, et pour permettre d'avoir des indicateurs pour pouvoir faire les meilleurs renouvellements, et en tout cas voir si l'utilisation de la ressource est conforme à ce que nous attendons. Alors là, j'ai fait un bilan en fait de ce qui se passe et ce qui s'est passé. Elsevier, il y a 125 participants. Et vous avez ici un coût total. Alors ça, c'est grosso modo, mais ça vous donne à peu près les ordres d'idées. Donc à peu près 20 millions d'euros et pour une année. Et le CNRS en a 16%. Springer, actuellement en finalisation, vous avez à peu près donc 4 millions et le CNRS 19%. Thomson Easy, à peu près 3 millions et le CNRS 29%. ACM, qui est une petite négociation, enfin petite, c'est jamais petit parce que petit ou gros, c'est une petite en termes de montant, qui a eu une particularité qui n'était pas en forme de groupement de commandes, mais on a pu faire un système sans groupement de commandes, donc un peu moins lourd par ses caractéristiques propres, mais c'est un peu l'exception. Et vous avez ici, donc le CNRS est à 38%, en fait c'est un équilibre entre les différents participants. Vous avez le CNRS, INRIA, Couperin. Aussi, petite particularité de ACM, c'est là où on rentre dans des problématiques de modèles qui évoluent en plus avec le temps. ACM ne s'intéresse pas finalement, contrairement aux autres, à l'aspect chiffre d'affaires précédemment fait sous forme papier, ne s'intéresse pas éventuellement au site en tant que tel. La notion de site, pour eux, c'est la ville. On a une ville, donc on a 51 villes qui bénéficient de cet accord. Et tous les organismes qui s'y trouvent. I3E, je l'ai ajouté parce que c'est un souhait de la communauté de recherche dans le domaine des STIC, en particulier, d'accéder aux revues I3E. Et nous sommes en interrogation actuellement, en tout cas en étude de faisabilité avec nos collègues Couperin et INRIA. Alors, je vais parler de 2 types de modèles majeurs actuellement, en laissant de côté des modèles autres qui existent. C'est donc le modèle de type pour les revues Elsevier Springer et puis le modèle Thomson qui est tout seul un petit peu dans son coin, mais quand même je voudrais parler qui est un peu différent puisque ça concerne les bases de données. Dans le modèle type Elsevier Springer, alors vous le connaissez tous, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais globalement le coût est basé sur les abonnements papier existants. Le principe c'est voilà le chiffre d'affaires qui a été fait à une certaine époque, voilà les abonnements qui étaient pris à une certaine époque. Bon, globalement on part de cette base-là. Et on fait un modèle où, grosso modo, on se retrouve avec un renouvellement, soit mixte papier plus électronique, soit tout électronique. Dans papier plus électronique, vous savez, c'est l'accord sur la tarification sur les 3 ans, en général
un accord avec une augmentation moyenne de 5%, un peu plus pour Elsevier, et 10% de plus pour l'électronique, l'accès à l'électronique. De l'autre côté, le tout électronique, c'est 95% du tarif. On simplifie. Dans le modèle tout électronique, la possibilité d'acheter le papier au tarif, à 25% du tarif papier, puisque c'est un complément de l'électronique. Et un point important, j'ai mis la parité dollar-euro, parce que dans nos négociations, dollar-euro, ça peut jouer, mais sur 3 ans, là on est un peu dans l'incertitude. Et puis il y a aussi un autre point que je n'ai pas noté, c'est la TVA. Les problèmes de l'enseignement supérieur qui doivent payer la TVA, mais aujourd'hui le CNRS aussi, pas le même niveau de TVA, mais c'est un point important. Un point aussi très important qui est fait dans ce type de groupement, c'est d'une part on travaille très longtemps, c'est ce qui prend le plus de temps en fait. On travaille énormément sur la licence qui lie on va dire en simplifiant, le porteur du groupement et l'éditeur, ou les différents adhérents et l'éditeur. Et donc, il y a eu une évolution en tenant compte des besoins des uns et des autres, réciproquement éditeurs et participants au groupement. Et on arrive à des licences qui sont assez, qui quand même défendent de plus en plus les intérêts de nos organismes, sachant qu'on était parti au départ sur des modèles généraux, en règle générale américains, basés sur des fondamentaux américains, et on ne peut pas considérer qu'on avait vraiment eu jusqu'à présent beaucoup de poids pour faire changer ces licences. En tout cas, dans le cadre des groupements de commandes, nous avons eu ces possibilités, et un des points importants est la pérennité de l'accès aux ressources électroniques dont on a acquis les droits. Puisque le principe est, quand vous achetez un abonnement sur X années, eh bien sur ces X années, c'est un peu comme quand vous achetiez vos revues, chaque numéro, vous pouviez les conserver sur des étagères. Et vous avez une pérennité de ce que vous avez acquis. Donc là, pour avoir l'assurance de cette pérennité, dont on n'est pas sûr en ligne de pouvoir la conserver, tout peut arriver, donc on a une exigence forte qui a été d'avoir un dépôt de ces archives avec une garantie par ailleurs de notre part, en tout cas des sites de dépôt, de pouvoir donner l'accès en fonction des droits acquis. Donc une mixture assez complexe, mais au moins cette possibilité-là, ça a été acquis avec 2 grands centres nationaux pour ce qui concerne les négociations nationales. En tout cas aujourd'hui, c'est l'INIST CNRS pour le CNRS et l'ensemble des EPST, et l'ABES-CINES pour l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur. Donc là, je vais m'arrêter juste une seconde pour laisser la place à mon collègue sur l'aspect technique pour qu'il vous dise un peu ce que ça veut dire. Sachant qu'en même temps, nous utilisons la même technologie, nous, en ce qui nous concerne, pour le compte du CNRS, pour héberger ce qu'on appelle non plus des archives, mais des backfiles, c'est-à-dire les archives de revues ne faisant pas partie du courant, ce qu'on appelle le courant, donc en général des archives de revues avant 1995, et qui peuvent être acquises par les différents organismes. Comme il n'y a pas de politique aujourd'hui nationale sur les archives, le CNRS a fait un certain nombre d'achats, et va en faire quelques-uns autres, dans l'attente. Si jamais il y avait un accord général, ce serait déduit de l'accord général dans les négociations qui viendraient. Donc, je te laisse. Monsieur Soder, arrangez-vous pour tenir jusqu'à 12h30 parce que j'ai pas fini les conclusions. Je repasse la main après Marc. Oui, bonjour, Laurent Soder, responsable du département des systèmes d'information à l'INIST. Alors je vais vous présenter le projet en cours de réalisation à l'INIST qui permettra justement de charger et d'archiver, d'accéder aux différentes ressources numériques dont parlait Marc, à savoir les archives, backfiles, revues électroniques, plus fort, et revues électroniques souscrites chez les éditeurs par nos établissements. Je vous parlerai pas de nos autres projets type DSpace ou LOX, ça portera uniquement sur cette solution-là. Mais il faut savoir qu'on travaille aussi dans ce domaine. Un petit historique. En 2002, à la demande du département sciences chimiques, l'INIST a négocié des achats de revues chez l'éditeur Elsevier
Dans cette opération, il était également prévu de les charger en local à l'INIST pour que ce soit mais avec un accès national, enfin pour le département des sciences chimiques. À l'époque, nous avons fait l'acquisition du logiciel Science Direct On-Site, qui était, je dirais, une copie conforme de ce qu'on connaît sur Science Direct Online, avec, oui, grosso modo, les mêmes fonctionnalités. 2004, nous avons procédé à une opération identique pour le compte du département SPM, avec les revues de l'éditeur IOP. Courant 2005, arrivent les négociations du groupement de commandes et les premières demandes d'archives massives. En l'occurrence, il s'agissait des revues Elsevier. Et comme Marc vous l'a précisé, 2 sites étaient prévus pour les archives, non pas pérennes, mais on va dire de sauvegarde pour l'après-marché, l'INIST et la BES. Donc il nous a été demandé de charger par sécurité, et dans le cas où le marché national ne serait pas reconduit, la possibilité de servir toutes les revues couvertes par ce marché, mais également de reprendre tous les droits et abonnements qui avaient été pris entièrement antérieurement au niveau des revues électroniques. Pour ce faire, nous avons choisi la solution Electronic Journal On-Site, EJOS, de la société Endeavor. Actuellement, nous travaillons en sa mise en œuvre et nous espérons pouvoir être opérationnels pour début 2007 et en tout cas avant la fin du marché Elsevier. Quel était le besoin? Il fallait pouvoir stocker les revues et les archives de différentes origines, bien sûr les revues Elsevier, mais également notre antériorité sur l'IOP, dans le futur les revues de l'éditeur Springer, voire d'autres éditeurs. Et pourquoi pas des revues propres qui, par exemple, sont traitées par le service des revues de l'INIST, à terme. La solution retenue permet de le faire, supporte plusieurs dizaines, voire centaines d'éditeurs différents, et en plus, elle offre la possibilité d'écrire ses propres programmes de chargement pour des revues propriétaires, on va dire. Ce qu'on souhaitait, c'est pouvoir accéder au full text à travers un portail unique. Il n'était pas question de, je dirais comme aujourd'hui, si vous souhaitez accéder aux revues Elsevier, vous allez sur Science Direct Online, ACM, c'est un autre site, etc. On voulait avoir toutes les revues sur le même site à travers une interface unique. Cette solution le permet. On voulait aussi avoir la possibilité de gérer et de contrôler l'accès de manière à garantir les droits de chaque communauté dans le respect des contrats négociés. C'est important, il n'était pas question non plus de charger les revues et que tout le monde puisse accéder à tout et n'importe quoi en fonction des droits. Il nous fallait une solution fiable et évolutive, elle le permet. Et enfin, le plus important, une interface aisée d'accès et pour les utilisateurs, et je vais vous en parler un peu. Les fonctionnalités permises. La navigation dans le fond, elle pourra se faire par sujet ou par liste de titres, mais également par la saisie de mots-clés. Dans ce dernier cas, 3 types de recherche. Une recherche simple, que je qualifierais à la Google, une recherche avancée avec la possibilité d'utiliser des opérateurs logiques ou des filtres, et enfin une recherche en mode expert. Je dirais c'est pour ceux qui veulent utiliser les requêtes en mode natif, mais c'est un peu compliqué. Enfin, l'environnement sera personnalisable dans une certaine mesure et permettra le stockage des requêtes, la mise en place d'alertes et également le déchargement de notices au format ASCII ou type EndNote. Quelques éléments techniques sur la solution retenue. Ça s'exécute sur un serveur Linux, en l'occurrence c'est un quadriprocesseur que nous mettons en place. Le moteur web est de type Apache Tomcat. Le moteur de données relationnel derrière est Oracle, un runtime Oracle. Et enfin le moteur de recherche intégré et le moteur FAST d'origine norvégienne, qui a déjà fait ses preuves sur des sites comme Cyrus et qui est utilisé par pas mal d'entreprises. Bref, ce sont des briques plutôt fiables et connues. Je dois dire également que cette solution a également été retenue par des établissements comme le SISTI au Canada, la British Library en Angleterre, EBIS en Allemagne, Chilea en Italie, Xiro en Australie. La Nouvelle-Zélande est sur un projet et il y a plusieurs consortiums d'universités en Chine qui ont choisi cette solution.
Un aperçu de l'interface utilisateur. Bon, comme vous pourrez le constater, c'est assez proche de Science Direct Online. Et bon, dessus, vous pourrez voir les différents champs et types de requêtes dont je vous ai parlé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette solution IJOS va évoluer et apportera aussi des possibilités d'interrogation multimédia dans le futur. Mais on n'en est pas encore là. En conclusion, la licence acquise par l'INIST, c'est une licence full EPST. Elle permet bien sûr pour l'ensemble des unités de recherche du CNRS d'accéder, mais également l'ensemble des chercheurs des autres EPST. Donc nous pourrons charger indifféremment différents types d'éditeurs à l'avenir. Un petit rappel, bon, on est en cours d'installation et de paramétrage de la plateforme, on a encore pas mal de travail, charger les archives Elsevier depuis 1995 jusqu'aux abonnements courants, charger les backfiles SHS pour le CNRS, recharger les archives IOP qui tournent actuellement sur notre plateforme Science Direct, charger les archives Springer, Nature, j'en oublie, procéder à des tests de charge, reprise des droits d'utilisation antérieurs au marché. Je parlais tout à l'heure des droits d'abonnement électronique que des établissements ont pu avoir par le passé chez Science Direct Online par exemple. Et enfin, mettre en œuvre un résolveur de liens pour tout ce qui est des accès en dehors du fond. Voilà, je crois que j'ai terminé ma présentation. Merci. Alors, une question très intéressée, personnelle. Est-ce que la presse spécialisée aura le droit de reprendre ces données? Pardon ? C'est une question qui s'adresse à Marc. Est-ce que la presse spécialisée aura le droit de reprendre ces données? En particulier, les données très concrètes sur les budgets, les montants des négociations, etc. La réponse est oui, hein, je connais déjà la réponse. Pour les budgets de toute façon, c'est quelque chose qui est connu dans le monde des EPST. Donc c'est comme en plus ils ne sont pas totalement exacts. Ah. Non, dans les grandes lignes, ils sont exacts. Donc vous avez eu donc la partie technique qui vous a été exposée pour cet aspect des centres nationaux d'archives qui, je sais, était un point très important de nos négociations. Juste pour vous donner une idée, là vous avez une arborescence qui est un outil que j'utilise, mais pour vous donner à peu près, quand on travaille sur... Pourquoi ça prend 1 an et demi? Parce qu'il y a différentes choses à mettre en place. Je passe sur l'organisation, les comités de pilotage, les négociateurs, mais vous avez tous les aspects éditeurs, quels établissements participants se mettent d'accord sur le périmètre, qui participent, se mettre d'accord avec tous ces participants, faire le bilan des achats de ces établissements ou de ces besoins, analyser les offres à partir de ces relations avec l'éditeur, tout ça en itération, analyser tous les aspects techniques dont on vient de parler en partie, et mettre en place tout l'aspect administratif. Tout ça prend beaucoup de temps. C'est un peu comme les procès, ça fait des kilos de documentation. Un point, quand je disais l'INIST travaille sur ces offres nationales, donc on le fait en interne avec différentes ressources. Donc mes collègues s'occupant des portails et des acquisitions pour le compte de l'INIST et pour le compte du CNRS participent grandement à ces négociations nationales. Et vous avez certainement dans vos réseaux régulièrement des appels à évaluation de matériel, de ressources électroniques qui sont en cours de traitement, puisque c'est un peu une nouveauté de la façon dont c'est fait actuellement. J'ai extrait d'un récent retour d'information de votre part des éléments sur I3E, puisque je parlais d'I3E, et donc voilà par exemple un traitement de données à partir des retours des réseaux et des utilisateurs sur I3E, où vous voyez un besoin qui s'exprime assez fortement. Donc là, donc je passe dessus, mais qui montre, et ça, c'est toute la partie qui n'est pas encore totalement bien optimale au CNRS, mais les choses avancent et en marchant. C'est-à-dire cette relation entre l'analyse du besoin à travers vous, mais aussi à travers les utilisateurs. Parfois, nous faisons une sorte d'intégration des demandes, au fond, des demandes à un niveau politique. Vous savez que des responsables, des décideurs dans nos organismes
ont souvent une expérience propre de l'information, ont aussi des problématiques politiques par rapport à l'information et ont des besoins qui s'expriment. Vous avez, vous, en tant que réseau de professionnels, des besoins qui s'expriment, en général des besoins très argumentés, on va dire entre guillemets objectifs, mais par rapport à votre expérience de professionnel. Et puis de l'autre, il y a aussi les utilisateurs qui sont pas forcément totalement en phase avec nous, avec vous, et avec les décideurs, qui ont des besoins qui leur sont propres. Et on le sait, parfois ils utilisent plus des outils comme Google que certains outils plus relevant, comme on dirait en anglais, cher Michel. Et donc dans ce cas-là, ce qui est important, c'est de pouvoir intégrer tous ces besoins, d'en arriver à en faire une synthèse et de faire prendre des décisions, ou de prendre des décisions, et surtout d'en obtenir le financement. Donc ça, c'est un point important à rappeler. La base de négociation nationale, par exemple, sur le modèle base de données, base Thomson. Alors là, on est dans une problématique où on n'est pas vraiment sur le renouvellement d'abonnements, même s'il entre en compte. Là, nous sommes sur des bases de données. Et là, nous avons en fait un ensemble où on fait des différenciations particulières entre organismes qui étaient abonnés, d'organismes non abonnés, avec des particularités dans le modèle, avec des systèmes à tiroirs qui permettent d'avoir des produits différents, avec des antériorités différentes, avec il y a aussi toutes sortes de plus qui peuvent se trouver. Donc c'est un ensemble beaucoup plus, foisonnant dans la proposition et l'offre commerciale. Et donc vous avez là un peu un résumé de ce qui a été ont été les critères d'élaboration du modèle. Le CNRS aujourd'hui, sur l'aspect électronique, et je dis bien électronique, c'est actuellement un investissement pour 2006 de 9 millions d'euros. C'est ressources, bases de données et revues. Quand je dis 9 millions d'euros, ça exclut toutes les acquisitions d'abonnements papier ou électroniques faits directement par les laboratoires. Donc c'est ce qui est investi, et en tout cas tracé à un niveau central, pour les ressources électroniques qui sont accessibles à travers nos différents portails. Bibliosciences, BiblioSHS, BiblioVie, BiblioStick, Titan Science. Je fais juste un aparté sur nos portails. En général, les ressources, par exemple, nationales que nous avons acquises, elles sont accessibles sur tous les portails. Des acquisitions thématiques sont accessibles que sur certains portails, bien sûr. Et Bibliosciences, c'est le portail généraliste pour les départements, les communautés qui n'ont pas aujourd'hui élaboré une politique d'accès thématique à la ressource électronique. Donc à ce moment-là, nous mettons sur ce portail tout ce qui est accessible gratuitement ou de façon acquise par le CNRS sur Bibliosciences. Et le financement de ces ressources, comment se fait-il ? Eh bien, en règle générale, quand nous sommes dans les modèles renouvellement d'abonnement essentiellement et passage à l'électronique, et je rappelle que le CNRS a choisi le tout électronique, le financement est en règle générale réparti entre les départements scientifiques et en fait c'est un transfert de la ligne budgétaire papier à la ligne budgétaire électronique, et qui est mieux tracé puisque un des grands problèmes de nos organismes, mais surtout des organismes de recherche, c'est d'arriver à récupérer l'information dispersée au sein des délégations régionales et des laboratoires sur les acquisitions. En général, nous passons dans le cadre des accords nationaux avec les agences d'abonnement pour avoir l'essentiel de l'information. Donc vous voyez Elsevier-Springer, contribution par département plus l'IN2P3. Thomson, ça a été un investissement du CNRS qui a été mis dans un budget qui était le budget de la 10, spécifique. Ovid Silverplatter, qui est Qui est devenu le budget de la 10. Pardon ? Qui est devenu le budget de la 10 Il existe toujours. Private joke. Il existe toujours. Il existe toujours puisque la 10 a repris, telle qu'elle existe, a le budget. Donc, administrativement, si vous voulez, elle gère un budget qui lui a été donné, qui est en règle, si je résume,
essentiellement, si je mets à part certains moyens qui ont été mis pour les réseaux, essentiellement c'est le budget d'acquisition Thomson, plus un budget pour des acquisitions de type revue open access en auteur-payeur. Hein, si vous voulez, institution. D'accord. Merci. Non, Marc, tu m'as répondu. C'était pour le plaisir de. Pour le plaisir. Je disais de l'année, mais d'ailleurs, la question qui vient tout de suite, est-ce un budget par intérim? Par. Marc, ce n'est pas toi qui... Non, j'arrête de te je ne peux pas répondre et je ne répondrai pas, étant donné que je n'ai pas d'informations à ce niveau-là. À ce niveau-là, sur certains aspects du financement CNRS, je vous donne des éléments, mais je ne gère absolument pas. Et je donne les éléments que mes collègues de la direction des finances me transmettent. Biblio-SHS, c'est le département des sciences humaines et sociales. Biblio-Vie, c'est le département des sciences de la vie et pour certains aspects de la 10, comme je viens de vous dire, pour auteur-payeur. Bibliostic, le département des STIC. Et Titan Science, c'est un modèle différent où, à part une contribution du département des sciences chimiques, les laboratoires acquièrent directement, par abonnement, un accès aux données que nous hébergeons par contrat avec la société Elsevier MDL. Est-ce que un point, oui, un point important dans cette organisation, et ça rejoint un peu ce que tu me disais, aussi bien dans l'ancienne forme de la DIS que dans la nouvelle. J'ai retrouvé récemment un message que m'envoyait Laurent Romary et qui me disait il faut travailler directement avec les départements scientifiques pour reconnaître leurs besoins et pour améliorer les portails, et pour surtout établir les budgets. Et bien sûr, cela avec les éléments que fournissent, je le rappelle, les réseaux, les chercheurs, les responsables. Et ça, c'est très important. Et en fait, il n'y a pas qu'une communauté qui est intéressée, comme il n'y a pas que l'INIS qui fait de l'information scientifique. Par contre, je crois qu'on a un rôle d'intégrateur, de présentation, et à la limite, après, au mieux. Moi, en tout cas, moi, dans ma position, pour ce qui est des ressources numériques, mon problème n'est pas, entre guillemets, d'économiser de l'argent ou de faire certains... C'est pas mon problème. Ma problématique est, pour l'argent qui nous est donné, est-ce qu'on peut en tirer le maximum pour nos chercheurs? C'est à peu près ça, en tout cas dans le cas des ressources. Donc, en termes de négociation et d'usage, et c'est aussi l'intérêt des éditeurs, parce que des ressources qui ne sont pas utilisées, il y a peu de chances qu'on se réabonne. Donc, on a tous intérêt à travailler ensemble et pour pouvoir bien cibler, bien choisir et bien faire utiliser. Et puis moi, j'ai pas d'état d'âme dans ce domaine. Ce qui n'est pas utilisé doit être éliminé. Et tout ça dans un système assez dynamique et mouvant que nous devons gérer sur les aspects techniques en particulier et juridiques et économiques. Archives. Aujourd'hui, nous avons donc une politique au CNRS qui s'est exprimée à travers des besoins. Les archives CEL ont été acquises récemment, vont être mises en place vont être mises en ligne dans les semaines qui viennent. En tout cas, à la rentrée prochaine, pour les sciences de la vie, ils auront accès aux archives CEL. Il y en a qui se rappellent, il y avait une enquête que j'ai fait faire rapidement, et j'ai remercié tous ceux qui m'ont répondu, parce que grâce à leur réponse, nous avons eu l'opportunité de pouvoir convaincre la nouvelle direction générale du CNRS d'acquérir ces revues, ces archives. Methods in Enzymology, pareil. In Enzymology, je crois que c'est in plutôt. Nous avons aussi des aspects Life Science Book Series. C'est peut-être un scoop, mais nous allons avoir les archives physiques d'Elsevier qui vont être mis en place. Nous finalisons là aussi la direction du CNRS, après avoir consulté à différents niveaux, et en particulier, là, ça a été un niveau de responsable, a décidé d'acquérir ces archives. Et SHS, c'était une ancienne commande du département des sciences humaines et sociales que nous avons faite et dans un cadre très intéressant. Je dois reconnaître, dans ces aspects de négociation, Elsevier nous a fait des propositions qui sont très intéressantes pour le CNRS. Donc, vous voyez, on peut voir les choses de différentes façons, et j'entends ce que vous avez dit la dernière fois sur les éditeurs. Ce n'est pas facile, les négociations avec les éditeurs. En même temps, on peut arriver dans un cadre de système win-win, on peut arriver à certains résultats.
En tout cas, j'y crois, et de toute façon, je pense que la force de l'Union est très importante. Springer, dernier mot. Springer, nous sommes en discussion pour une proposition sur des archives. Là, je ne sais pas si l'intérêt des réseaux dans ce domaine-là pourrait s'exprimer. En tout cas, si sur les archives Springer, vous avez des idées, des informations, c'est pas forcément de me le dire là tout de suite, mais n'hésitez pas à m'envoyer l'information. Bon, je la transmettrai à ma collègue Christine Veil-Micot. Mon email est plus simple à écrire, donc c'est Guichard, Guichard, @inist.fr. Toute contribution pour les besoins dans le domaine des archives Springer est la bienvenue. Merci. Merci Marc. Des questions, des interventions ? Et à ce moment-là, je suis contraint de prendre la parole pour des conclusions inachevées. Il y a des questions ? Alors. Ma question. Excusez-moi. C'est parce que je vois rien. Ma question s'adresse à Laurent Sauder, je crois. Vous avez parlé d'interface unique pour les archives, en fait, que vous êtes en train de mettre en place. Sauf erreur de ma part, c'est donc un système d'interrogation, simple, avancé, professionnel, ça c'est à préciser, mais qui permettrait de balayer en quelque sorte l'ensemble des archives. Je pense entre autres à des secteurs que nous traitons nous sur l'environnement qui croisent en définitive, et il est assez difficile, qui croisent pas mal de sources d'informations. Il est assez difficile en fait dans les systèmes actuels de répéter en quelque sorte les mêmes questions sur plusieurs bases. Alors quand je parle d'archives, c'est les archives de revues électroniques auxquelles vous avez souscrit, et uniquement celles-ci. Oui, je peux. Juste une petite précision à propos des 2 centres d'archives. On a parlé du CNRS, des EPST, de l'enseignement supérieur. Quid des EPIC? Est-ce qu'ils sont concernés par un de ces 2 centres? C'est vrai que cette question... Alors là, la question elle doit être posée à Couperin. A priori, il devrait être concerné par l'hébergement Abbesse-Cines. Bonjour, Françoise Blum, Centre d'Histoire Sociale du XXe siècle. Je voudrais d'abord me féliciter que M. Sauder ait posé la question d'archives dont on n'avait pas du tout parlé jusqu'à présent pendant ces journées, qui sont des archives de type pérenne. Je dirais même qui peuvent devenir patrimoniales. Jusqu'à présent, on avait employé le terme archive au sens de l'archive immédiate. Or, il me semble que dans certains labos du CNRS, et je pense particulièrement à mon cas puisqu'il s'agit d'un labo d'histoire, on a aussi besoin d'utiliser des nouvelles techniques pour la conservation d'archives qui serviront par exemple de corpus à des historiens du futur. Et nous travaillons actuellement sur un projet justement d'archivage d'un certain type de ces archives. Archivage du web, archivage des mailing lists. Donc, en fait, projet qui consiste à constituer des corpus pour de futurs historiens. Et ma question est donc la suivante. Je voulais savoir si l'INIST s'occupe aussi de ce genre de choses et travaille aussi dans cette direction. Jusqu'à présent, à ma connaissance, il n'est en France que la BNF qui produisent une réflexion sur ce type d'archives. Alors, en ce qui concerne la solution que j'ai présentée, et d'après les archives, enfin les objets dont vous me parlez, ça ne sera pas stockable en l'état dans la solution choisie. Par contre, oui, on est prêt, je pense, à travailler sur ce type de problématique, et vous avez mon email. Je voudrais rajouter, on a une réflexion globale avec nos collègues... donc Étienne Fleuret pour les bases de données et toute la partie SHS avec Laurence Rageot et la direction des SHS du CNRS dans une problématique comme ça de voir quel service on peut donner à partir des compétences que nous avons au niveau en particulier des sciences humaines et sociales. Et ce que vous disiez me faisait penser que nous sommes en plus impliqués dans le projet Quero. Je ne sais pas si on vous en a parlé au cours de ces journées, je n'ai pas pu assister à tout. Dans le projet Quero, nous avons une partie recherche et développement chargée de développer des outils, des solutions technologiques avec des laboratoires de recherche
à partir de corpus spécifiques, en particulier de SHS. Et dans ce contexte-là, je pense que nous pourrions éventuellement travailler là-dessus. Donc vous avez aussi mon email, ça peut être intéressant. Je peux peut-être apporter un petit complément de réponse sur l'une des actions pilotées par la DIS à la suite de l'appel d'offres donc de l'année dernière concernant les centres de numérisation. Ces centres de numérisation donc sont déjà mis en place à la suite d'un appel d'offres. Leur premier travail qui commence, et je fais un appel à tout le monde, je crois, pour manifester son intérêt pour ce type d'action qu'a mené la DIS en parallèle avec les autres actions dont on a longuement parlé. L'objectif de la DIS et du CNRS, prenant conscience que le boom démographique de l'après-guerre est en train de donner des conséquences que nous connaissons, départ à la retraite de très nombreux chercheurs et de nombreux professeurs d'université, et la génération qui suit, dont j'ai l'honneur de faire partie, départ à la retraite prochaine, dans les années qui viennent, de documentalistes et de bibliothécaires. Et on a dans les laboratoires de recherche du CNRS des pans entiers de recherche, de carnets de laboratoire, d'expériences, de matériel, de photos, de cartes, qui sont en train de disparaître, qui vont disparaître. Je dois avouer, moi, que le ciel m'est tombé sur la tête à notre laboratoire quand j'ai découvert que 14 000 négatifs de photos noir et blanc avaient été jetés il y a 15 ans à la faveur d'un changement de laboratoire dont malheureusement notre établissement est friand. Donc on doit se saisir, je crois, de cette importance-là, enfin de ce phénomène-là. Et la DIS, je crois, et ça c'est une action qui mérite d'être signalée, et probablement continuer, et élargie, de faire donc à la fois un inventaire de ce qui existe, et puis après de financer la numérisation pour la valorisation, pour la diffusion de ces matériaux, de ces corpus de chercheurs et de la recherche. Vous avez totalement raison. Vous parliez de la DIS. Je pense que dans le domaine des sciences humaines et sociales, actuellement, il y a eu des études. Nous avons participé en partie pour repérer où sont des ressources qui vont disparaître. Et c'est fondamental, en particulier pour l'histoire des sciences, mais pour aussi la science elle-même. Une dernière question. Bernadette Bergeret, Bordeaux, Chimie, CNRS. Je voulais remercier les intervenants de l'INIS pour toutes les précisions qu'ils nous ont données sur leur travail et nous allons sûrement collaborer avec vous. Et je voulais rebondir sur ce que disait Daniel, parce qu'il me semble que c'est exactement le sujet des prochaines réunions organisées par les réseaux de documentalistes en Sologne, les Frédoc 6, pardon. Et j'invite, je pensais que Godoc réagirait. Faire de la pub. Ils sont fatigués. C'est pas une question. Hein. Non, mais ça me fait penser... merci d'avoir posé. J'ai presque fini. Je ne sais pas, n'hésitez pas à faire intervenir mes collègues de l'INIST pour pouvoir être... on peut d'autant mieux vous apporter quelque chose qu'on est en relation et à l'écoute. Donc j'espère que dans cette réunion, il y a peut-être mes collègues qui y participeront. Et sachez que sur ces aspects de pérennité, de repérage, de ressources, de stockage en vue d'une pérennité, mais surtout d'outillage pour pouvoir retrouver cette information et pouvoir l'utiliser. Parfois, les outils n'existent pas aujourd'hui ou sont embryonnaires et il y a du travail à faire. Je crois que nous, l'INIST, on est partants, ça fait partie de nos axes de développement dans le futur, mais pas tout seul, avec les laboratoires qui produisent aussi ces outils, ces technologies, et avec les autres organismes au sein du CNRS ou de la recherche publique qui travaillent. Juste un dernier petit point, si j'insiste sur le fait que c'est important que vous nous disiez ce que vous faites, c'est qu'on a du mal à savoir qui fait quoi à l'INIST, notamment sur le site web. Alors il a été rénové et il est beaucoup plus clair, mais c'est vrai qu'on a besoin de savoir qui est l'interlocuteur pour les sujets qui nous intéressent.
Alors, je ne sais pas si le système fonctionne bien. Si vous avez des besoins particuliers par rapport à cette relation, ou même des besoins particuliers par rapport à notre façon de présenter nos activités, ou ce que nous faisons, ou ce que nous proposons, n'hésitez pas à nous le donner. Aujourd'hui, quand un mail arrive au webmestre, en fonction de sa connaissance des compétences des uns et des autres, il le diffuse. Peut-être faudrait-il qu'il y ait une meilleure précision de l'organigramme de l'INIST pour qu'il y ait une relation directe. D'accord. Alors si on le fait, parfois on a une toute petite peur. Parfois, c'est que vous tombez pas sur la bonne personne et que la personne ne sache pas à qui retransmettre l'information. Mais c'est bon, on passera dessus. Non, mais c'est une prise de connaissance. Bien. S'il n'a pas d'autres interventions, nous allons devoir passer aux conclusions. S'il vous plaît. Est-ce que l'on peut avoir un retour signal? S'il vous plaît, excusez-moi. au fond de la salle. Jacques Creusot, responsable formation continue à l'INIST. Je voulais rebondir sur les deux dernières interventions là, pour préciser qu'une réflexion va s'engager avec l'INRA, le CEMAGREF, sur les informations, ce qu'on peut appeler les informations circulantes, à l'intérieur des process de recherche, et y compris d'ailleurs les cahiers de laboratoire, pour savoir comment traiter ces informations et bien sûr les conserver par après. Alors nous vous tiendrons aussi, je pense, informés de ces réflexions.